Et aujourd'hui, j'accueille la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Alors, nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour évoquer beaucoup de sujets importants, urgents. D'abord, la phase 2 du déconfinement qui a été annoncée hier par le Premier ministre Édouard Philippe, avec des déplacements des Français qui sont désormais illimités. Ça y est, on peut dire que les Français sont libérés ? Oui, je crois que c'est le retour à une certaine liberté du fait de l'évolution encourageante au plan sanitaire. C'est quand même une liberté qui reste encadrée parce que le virus est toujours là et donc il faut rester très attentif, continuer à faire preuve de beaucoup de civisme en appliquant les mesures barrières. Alors en même temps, le Premier ministre demande aux Français concernant les déplacements de ne pas aller se déplacer à l'autre bout de la France si ce n'est pas nécessaire. Est-ce que vous ne craignez pas un effet de foule à partir du 2 juin dans les bars, dans les terrasses, dans les parcs et jardins ? Je pense qu'on appelle vraiment chacun à continuer à montrer la même responsabilité que ce que les Français ont montré pendant le confinement et depuis la première phase du déconfinement. On est tous responsables de l'évolution de cette épidémie. Donc, on est certainement content de retrouver de la liberté, mais il faut vraiment rester attentif, rester très vigilant et continuer à faire preuve de civisme en respectant les mesures barrières. On a l'impression que le véritable enjeu de cette phase 2 du déconfinement, c'est surtout de relancer des activités comme le tourisme et la culture qui sont lourdement frappées par les effets de cette crise. Enfin, l'enjeu, c'est aussi qu'on a tous envie de retrouver la vie la plus normale possible. Et puis, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on voit que mettre l'activité économique à l'arrêt, comme c'est le cas depuis des semaines, évidemment, ça soulève des très gros sujets, des très gros problèmes. Et il faut que notre économie aussi reparte. C'est le retour de notre liberté et puis la reprise de l'activité économique pour qu'on n'ait pas des conséquences sociales difficiles pour tous les Français. Alors, votre ministère est en charge des transports. À quoi vont ressembler nos transports en commun dans les prochains mois ? Est-ce que leur capacité de remplissage va revenir à la normale ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la première phase du déconfinement s'est bien passée. On a voulu être très strict dans cette première phase en réduisant drastiquement la fréquentation grâce au télétravail que les entreprises ont continué à appliquer très fortement, au décalage des horaires. Les opérateurs de transport ont aussi distribué du gel hydroalcoolique, fait beaucoup de marquage. Et donc, on a également demandé de porter un masque. Et moi, on peut voir aujourd'hui que près de 95% de ceux qui empruntent les transports en commun ont un masque, les autres sont sanctionnés. Donc du coup, on va pouvoir, à partir de la semaine prochaine, puisque tout le monde porte un masque, accepter à certaines heures une fréquentation plus importante et permettre du coup d'accompagner la reprise de l'activité économique. Et justement, on va parler de cette situation économique et notamment du plan de restructuration du constructeur automobile Renault qui devrait être annoncé aujourd'hui avec 15 000 suppressions de postes dans le monde, dont 4 600 en France et notamment des départs volontaires. Elisabeth Borne, est-ce que vous confirmez qu'il n'y aura pas de licenciement sec chez Renault ? Alors, peut-être d'abord dire qu'on est dans un secteur qui est en grande difficulté. Et pendant le confinement, il n'y a quasiment pas eu une voiture de vendue. Donc, quand en plus on avait un constructeur qui avait déjà annoncé la nécessité de faire des économies avant la crise, donc on est face à un constructeur qui est en grande difficulté. C'est bien pour ça que le président de la République a présenté en début de semaine un plan de soutien massif pour sauver le secteur, 8 milliards d'euros, pour sauver le secteur en accélérant sa transition écologique. Et ça passe à la fois par un développement massif de la production de véhicules électriques en France. On veut que ces véhicules, qui sont l'avenir de l'automobile, ils soient produits chez nous. Et en même temps, on veut relancer l'activité en aidant les Français à acheter ces véhicules électriques. Mais néanmoins, il y a effectivement... il faut que Renault puisse surmonter ces difficultés et préparer l'avenir. Donc les dirigeants de Renault présenteront tout à l'heure leur plan. Évidemment, on a été très attentifs, en contrepartie des aides qui sont apportées, à ce qu'il y ait une attention très forte portée à l'emploi. Effectivement, Renault a indiqué qu'il n'y aurait pas de licenciement sec. Donc que des départs volontaires et des non-remplacements ? C'est des départs naturels. Et voilà, donc c'est des discussions qui vont se mener au sein de Renault. Mais je peux vous assurer que
le gouvernement, le président de la République sont très attentifs à ces sujets d'emploi. Il faut permettre à Renault de préparer son avenir, mais en soutenant notamment le véhicule électrique, comme on le fait avec l'augmentation du bonus, on donne aussi des débouchés, des marchés à Renault et de la production de véhicules électriques en France. Alors l'État reste vigilant, mais est-ce que des usines Renault vont fermer dans ce plan de restructuration ? Je vais laisser les dirigeants de Renault présenter leur plan. Ce qui est important, c'est vraiment qu'on veut développer... Enfin, vous savez, ça fait des années que les constructeurs automobiles, ils ont délocalisé de la production en dehors de France. Là, on ne veut plus de délocalisation, on veut au contraire développer de la production. Renault s'est engagé à multiplier par 3 la production de véhicules électriques d'ici 2022, à développer son nouveau moteur électrique en France. C'est des engagements qui sont importants, c'est les emplois de demain. Un mot justement sur la voiture électrique et sur l'usine de Flins-sur-Seine dans les Yvelines qui produisait la voiture Renault Zoé, voiture électrique. Quel va être l'avenir de cette usine ? Je ne vais pas me prononcer moi sur l'avenir de l'usine de Flins. Par contre, je peux me prononcer sur l'avenir de la voiture électrique qu'on veut absolument développer. Vous savez, depuis le départ, depuis que moi je suis au gouvernement, je m'attache à développer des solutions alternatives à la voiture, à développer des mobilités actives partout où c'est possible. Mais il y a aussi beaucoup de Français dans des territoires qui n'ont pas d'alternative à la voiture. Et là, on veut les accompagner pour passer à des voitures électriques quand c'est possible et au moins à des véhicules plus propres. Et c'est vraiment le sens de l'augmentation du bonus qu'on a annoncé en début de semaine, puisqu'on va passer de 6 000 à 7 000 euros. Donc c'est le moment d'acheter une voiture électrique. D'autant que, par ailleurs, on a une prime à la conversion pour remplacer un vieux véhicule. Et là, vous pouvez avoir 5 000 euros de plus. Donc, vous pouvez avoir une aide de 12 000 euros de l'État pour passer à l'électrique. Donc, c'est maintenant. Alors, de véritables investissements stratégiques. Vous le disiez, il y a les effets de la crise sur l'activité du constructeur Renault. Mais avant cela, il y a une erreur de stratégie, selon vous ? Enfin, moi, je ne vais pas commenter la stratégie de Renault ce matin. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un constructeur qui s'est engagé très tôt dans le véhicule électrique. C'est l'avenir de l'automobile. Il faut qu'on l'aide dans une période qui est difficile pour accélérer sa transition écologique. Vous savez, c'est de façon générale ce qu'on fait. En sortie de crise, je pense qu'il faut accélérer la transition écologique. Ça sera évidemment indispensable pour répondre à la crise écologique qui est là, malgré la crise sanitaire. Et c'est comme ça qu'on va créer des emplois. La transition écologique, c'est beaucoup d'emplois dans la rénovation énergétique, dans la mobilité électrique, dans le recyclage. Et voilà, c'est vraiment la logique de sortie de crise, accélérer la transition écologique. Une dernière question sur Renault. Est-ce que l'alliance avec le japonais Nissan est en danger ? On parle notamment d'un rapprochement avec l'allemand Daimler. Je peux vous dire que cette alliance, je pense qu'elle a rarement eu autant de contenu. Et face à une crise comme celle que connaît le constructeur, c'est le moment où il resserre les liens pour mieux se partager les rôles. Et c'est comme ça que, effectivement, Renault va garantir son avenir, un avenir sur une mobilité propre. Alors, on va parler d'un autre fleuron de l'industrie française, de l'industrie aérienne, le groupe Air France, qui est également frappé par cette crise du coronavirus, avec un plan de départ volontaire qui est attendu. Il pourrait y avoir des licenciements chez Air France ? Écoutez, je ne vais pas non plus... Vous savez, ça relève du dialogue social. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on a dû soutenir, là aussi, la compagnie Air France. On a un prêt garanti de l'État de 7 milliards d'euros. Évidemment, on a demandé des contreparties, des engagements... Sur l'emploi ? Alors, sur la transition écologique, et évidemment d'être très attentif aux salariés. Mais sur la transition écologique, vous avez vu qu'en contrepartie de l'aide, Renault s'est engagé à réduire de 50% ses émissions de CO2 sur ses vols en France. Donc c'est un engagement absolument inédit qui passe aussi par le fait de réduire drastiquement les liaisons quand on a un trajet, une alternative en train à moins de 2h30. Donc c'est toute la philosophie, je pense, de cette sortie de crise, de se dire qu'évidemment, on aide les secteurs qui sont en difficulté et on en profite pour accélérer la transition écologique. Juste, donc pas de garantie sur l'emploi chez Air France ? Je pense que, je vous dis, ce n'est pas moi qui vais faire l'annonce des plans d'Air France. Évidemment, si on développe davantage le train plutôt que l'avion sur des liaisons à moins de 2h30, il faudra qu'on trouve des solutions pour les salariés. Ça peut se faire aussi avec les autres modes et avec, en profitant du développement des TGV à la place des liaisons aériennes. Et justement, vous parliez des garanties écologiques d'Air France. En échange du plan de soutien de l'État, il pourrait y avoir la fermeture de liaisons intérieures entre Paris et certaines métropoles régionales comme Bordeaux, Nantes et Lyon. C'est une contrepartie notamment pour favoriser le développement du TGV
TGV, ces garanties écologiques, elles vont frapper de plein fouet des aéroports régionaux comme Bordeaux et Lyon. Enfin, je pense que à un moment donné, il faut aussi un peu de cohérence. On nous demande de réduire, on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre et on doit le faire parce qu'on a une crise écologique qui est aussi devant nous. Je pense que les Français qui viennent de vivre la crise sanitaire, ils n'ont pas envie qu'on les expose à une crise climatique dont on voit déjà les effets, la canicule l'été dernier, les inondations. Donc on doit absolument réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut évidemment qu'on s'assure que toutes les villes en France, les métropoles, mais il n'y a pas que des métropoles en France, continuent à être bien connectées. C'est indispensable pour développer l'emploi dans les territoires, donc on va y veiller. Mais en même temps, il faut aussi tenir ce cap de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on sait quand ces lignes intérieures d'Air France vont fermer ? D'abord, vous avez noté qu'il y en a beaucoup qui sont arrêtés, donc je pense qu'Air France va réfléchir au moment de relancer son activité, à la façon dont il relance ou non certaines liaisons. Mais c'est aussi des choses qui vont se faire, évidemment, en concertation, en discussion avec les élus des territoires concernés. Et oui, on imagine qu'il y a des tensions sur ce point avec les élus locaux ? Évidemment, les élus ils vont être attentifs, et c'est bien légitime, à ce que leur territoire reste connecté aux autres territoires en France, à l'Europe. C'est indispensable pour développer l'emploi dans ces territoires. Donc ces discussions, elles doivent se mener avec Air France. Et évidemment, le gouvernement sera attentif à ce qu'on apporte des bonnes réponses dans chacun des territoires. Un mot sur la filière aéronautique, notamment sur le groupe Airbus. Le gouvernement est en train de préparer son plan de soutien à la filière aéronautique. Est-ce qu'on connaît déjà les axes de ce plan de soutien, notamment sur l'investissement et l'innovation ? Alors, moi, je peux vous dire que les axes sur l'innovation, ils sont très clairs. C'est d'accélérer pour arriver, et quand je dis ça, on dit parfois que ça n'est pas crédible, à un avion zéro carbone d'ici 2035. Et d'ici là, de développer des motorisations hybrides. Je pense que, là encore, la crise, elle est sans doute l'occasion pour notre filière aéronautique de prendre de l'avance, d'être les leaders de l'avion zéro carbone. Et c'est ce type de recherche que l'État va aider. Et quelle sera l'enveloppe budgétaire pour soutenir la filière aéronautique ? Je pourrais revenir vous en parler. En tout cas, voilà, le cap, il est clair, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, vous serez la bienvenue pour en reparler. On va maintenant parler de la relance économique d'une manière générale pour éviter la casse sociale dans les entreprises. Quelle doit être la place de l'écologie dans cette relance économique en France ? Vous aurez compris que je considère qu'elle doit être centrale. Je pense que la transition écologique, dans cette sortie de crise, c'est la meilleure stratégie, à la fois pour protéger les Français d'autres crises, des crises climatiques, des crises écologiques, et c'est aussi une façon de créer de l'emploi. Je pense qu'il faut avoir en tête qu'après la crise de 2008, on avait loupé le redémarrage. On a sans doute pris 10 ans de retard à l'époque, mais aujourd'hui, on a des technologies qui sont matures et des entreprises, beaucoup de secteurs économiques qui sont engagés dans la transition écologique. Si on changeait de cap, alors là, on perdrait tout le monde. Au contraire, il faut accélérer pour créer de l'emploi dans la rénovation des bâtiments. Vous voyez, moi, je souhaite qu'on puisse accélérer sur la rénovation thermique des hôpitaux, des EHPAD, des écoles, des logements. Je pense qu'on peut aussi développer de la mobilité propre, on en a parlé, qu'il faut aussi investir sur la réparation, le recyclage. Et ce sont des emplois, beaucoup d'emplois dans tous les territoires, souvent non délocalisables. Et il y a quelques jours, vous avez écrit aux patrons des grandes entreprises françaises pour leur demander des engagements écologiques dans la relance économique du pays. Est-ce qu'ils vous ont répondu ? Est-ce qu'il va y avoir une réunion avec eux au ministère ? Alors, pour refaire l'histoire, pour vous réexpliquer, effectivement, moi j'ai vu une tribune qui a été publiée par près de 100 dirigeants de grandes entreprises françaises qui appellent à ce que la transition écologique soit au cœur de la sortie de crise et qui disent être prêts à s'engager. Donc avec ce courrier que je leur ai adressé, moi je leur dis chiche. Maintenant, le moment est venu de concrétiser, de donner du corps à cette tribune et donc de prendre des engagements. Donc j'ai eu beaucoup d'échanges évidemment avec les différents dirigeants qui ont signé la tribune. On est en train de caler la façon dont ils pourront venir au ministère pour présenter leurs engagements écologiques, à la fois des engagements, je dirais, de moyen terme, comment ils vont contribuer à notre objectif d'être neutre en carbone en 2050, et puis des choses très concrètes,
notamment pour les salariés, comment on facilite le vélo pour les salariés, comment on met en place le forfait mobilité durable pour encourager le covoiturage et le vélo, comment on développe le bio dans la restauration de ces entreprises. Donc moi j'attends des engagements très concrets. Je suis convaincu qu'ils auront à cœur de répondre à ce courrier. Et justement sur la restauration d'entreprise, il pourrait y avoir un jour végétarien chaque semaine dans les cantines d'entreprise. Alors vous savez, c'est ce que l'État applique pour ses propres cantines et je pense que c'est bien, c'est une façon aussi de tirer une alimentation plus équilibrée. Et puis le bio, c'est une façon de tirer une agriculture plus durable. Donc je pense que ça serait bien effectivement, en tout cas c'est ce que j'attends de ces entreprises, qu'elles s'engagent de la même façon. Alors, on va parler du nucléaire rapidement, puisqu'hier au Sénat, le président de l'autorité de sûreté nucléaire a assuré qu'EDF faisait preuve, je cite, d'un manque de rigueur dans l'exploitation des centrales nucléaires, notamment dans le domaine de la sécurité. Quelles mesures vous comptez prendre pour remédier à ce manque de rigueur en termes de sécurité ? Alors, je pense que le président de l'ASN est dans son rôle de pointer toutes les améliorations qui sont possibles. Vous savez qu'aujourd'hui, moi j'ai beaucoup d'échanges avec lui, puisque on doit recaler le programme des maintenances des centrales nucléaires qui n'ont pas pu se faire pendant la période. Et je pense EDF a bien reçu les messages qui lui ont été adressés et ils sont vraiment très mobilisés. Je pense que le président de l'ASN a dit aussi qu'il n'y a pas de risque sur la sûreté nucléaire, mais on doit pouvoir faire mieux et je suis convaincu que c'est ce que EDF va s'attacher à faire. Donc pas d'inquiétude sur la sûreté des centrales ? Non, vous savez, ça c'est quelque chose avec lequel on ne transige pas. Alors, parlons du vélo. Vous avez évoqué la pratique du vélo dans les entreprises. Est-ce que cette crise du coronavirus et toute la réflexion sur le monde d'après va mettre un coup d'accélérateur au développement du vélo ? C'est ce que je souhaitais et c'est ce qu'on est en train de voir. Vous avez vu que pour préparer la sortie du confinement, les collectivités se sont mobilisées. On a eu 1000 km de pistes cyclables temporaires qui ont été créées. Et moi, j'ai voulu permettre à tous les Français de pouvoir se remettre au vélo. Donc, on a créé un coup de pouce de 50 € qui prend en charge une partie de la réparation de votre vélo, donc à hauteur de 50 €. Et ça connaît un succès absolument incroyable. Depuis le 11 mai, il y a 70 000 vélos qui ont été réparés. Donc j'ai annoncé qu'on allait tripler le montant de l'enveloppe qui était prévue initialement pour viser 1 million de vélos réparés d'ici la fin de l'année. Donc je pense que c'est un engouement qui est certainement lié à la sortie de crise, mais je suis convaincu que c'est quelque chose de durable et on est en train finalement, en quelques semaines, de gagner des années de politique vélo. Moi, je m'en réjouis parce que c'est un mode de déplacement qui est facile, qui est écologique, qui est bon pour le porte-monnaie, ça coûte pas cher et qui est bon pour la santé. Et vous vous engagez également pour faire la promotion de la pratique du vélo pour les Français ? Mais moi, je n'arrête pas de faire la promotion de la pratique du vélo, mais vous voyez, il ne suffit pas de faire des grandes déclarations « Vive le vélo », c'est répondre, c'est vraiment créer un écosystème favorable, donc permettre à chacun d'avoir un vélo, donc de le faire réparer, celui qui dormait dans votre garage ou dans votre cave. C'est aussi veiller à ce qu'il y ait des stationnements sécurisés. Le vol des vélos, c'est un point noir qui peut faire hésiter beaucoup de Français. Donc on crée des stationnements sécurisés, en tout cas on accompagne les collectivités pour le faire. On donne des formations pour ceux qui ne sont pas très à l'aise pour se remettre en selle. C'est tout cet ensemble. Et par ailleurs, on est en train de créer des emplois aussi dans la réparation du vélo. On fait une académie des métiers du vélo. Et dès cet été, on veut former 250 réparateurs de plus. Parce que quand vous discutez avec les réparateurs de vélos en France, là, ils sont débordés. Ils n'ont jamais vu ça. C'est une bonne nouvelle aussi. Donc il faut répondre vraiment à chacun des maillons pour qu'on ait une nation vélo, que cette crise nous permette d'accélérer sur le vélo. Elisabeth Borne, on va finir par des questions politiques et ce coup de théâtre dans la campagne municipale lyonnaise, puisque Gérard Collomb a renoncé à la course à la présidence de la métropole de Lyon et il conclut une alliance avec la droite. Est-ce que vous comprenez ce choix ? Une alliance notamment pour faire barrage aux écologistes. Écoutez, évidemment, je ne le comprends pas. Je pense qu'on parle souvent de dépasser les clivages, mais ça ne veut pas dire accepter tous les arrangements. En l'occurrence, des alliances avec les candidats de Laurent Wauquiez, ça n'est pas du tout l'ADN d'En Marche. On n'est pas du tout sur les mêmes valeurs. Donc moi, je me réjouis que notre mouvement ait décidé d'engager la procédure pour retirer l'investiture aux candidats
qui est désormais soutenu par les amis de Laurent Wauquiez. En fait, on ne partage pas les mêmes valeurs. Et vous voyez, accéder au pouvoir ou garder le pouvoir, ça ne doit pas permettre, ça ne doit pas passer par tous ces arrangements. Enfin, c'est comme ça que la politique se perd. Donc voilà, je pense que maintenant, le candidat, j'espère que cette procédure de retrait de l'investiture avancera rapidement. Est-ce que Gérard Collomb doit encore rester à La République En Marche, selon vous ? Je pense, je le dis clairement, faire des alliances avec les amis de Laurent Wauquiez, ça n'est pas En Marche. Ce n'est pas l'ADN d'En Marche. Ça n'est pas En Marche. Un mot sur les municipales à Paris, notamment sur la candidature d'Agnès Buzyn au second tour. Elle s'est excusée à propos de ses déclarations sur, je cite, la mascarade du premier tour. Est-ce que la candidature d'Agnès Buzyn peut vraiment gagner Paris au second tour ? Écoutez, je pense que c'est important. On attendait qu'elle confirme sa candidature. Maintenant, c'est fait. Ça permet à tous ces colistiers de se mettre en ordre de marche pour ce second tour. Elle porte un très beau projet et moi je suis sûr qu'il y a beaucoup de Parisiens qui vont être convaincus par ce projet qui est très écologique. Donc maintenant, voilà, cette campagne, elle peut repartir. Et d'ailleurs, notamment localement, il y a déjà des alliances entre LREM et les Républicains. Vous les souhaitez ? Écoutez, là encore, moi je vous dis que des personnes venant de tous les horizons, de droite comme de gauche, puissent se retrouver derrière le projet de La République En Marche, c'est très bien. Et là, pour le coup, c'est dans l'ADN du mouvement. Mais par contre, là encore, des alliances avec Rachida Dati. Moi, je ne partage absolument pas la vision de la ville que porte Rachida Dati, qui serait un retour en arrière. Donc, pas d'alliance avec Rachida Dati, là non plus. Merci beaucoup, Elisabeth Borne, d'avoir été notre invitée politique ce matin sur le plateau de Bonjour chez vous.